Bon, bonsoir tout le monde. On va démarrer dans 2-3 minutes. Ce que je cherche surtout, c'est mon numéro de téléphone par lequel vous allez m'appeler tout à l'heure. Et il faudrait que je crois que vous appelez ça épingler. Il faudrait que j'épingle ça, je ne sais pas le faire, vous allez certainement m'aider pour que les gens puissent appeler par ce numéro tout à l'heure. Bonsoir, il y a un autre médecin qui allait contredire hier chez Étoile Chrétienne. Ben, vous savez, la médecine, la médecine, ce n'est pas l'église. La médecine, ce n'est pas un dogme. Ou quand quelqu'un a dit que c'est ça, ça veut dire que c'est forcément ça. Il peut y avoir divergence de vue et une divergence qui est logique. Moi, je ne suis pas un prêtre. Donc, ne pensez pas que j'ai la prétention de dire que ce que je dis est absolument la vérité. Non, moi-même, j'ai participé hier à un direct. Il y a un de brillants internautes qui est au Canada, Monsieur Ndachwa, qui m'a invité juste après mon direct. Il m'a invité à participer à son direct. J'étais fatigué quand même. J'ai eu une journée très compliquée hier, avec entre deux un bloc opératoire. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct hier midi. Et après, je suis revenu consulter. Et après, je vous ai fait le direct. Vous avez vu, on a fait à peu près 3 heures de temps. Donc, je suis parti de ce bureau hier. Il était 23 heures. Ou peut-être même 23 heures plus. Donc, arrivé à la maison, là, j'étais même garé. Je venais juste de garer pour sortir et aller chez moi. Quand il m'a appelé pour me dire que il souhaiterait que je donne un avis dans son direct. Bon, écoutez, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, je vous invite à suivre souvent ses directs. Je me suis abonné sur sa page. Je vais vous la donner tout à l'heure. Et donc, je me suis fait violence. Il était minuit quand j'ai intervenu dans son direct, où j'ai essayé d'expliquer à peu près ma démarche. Et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Bon, mais après ça, il a pris des gens, dont un orthopédiste, ou même peut-être deux. Voilà, il a pris deux orthopédistes, donc des spécialistes, qui, effectivement, au moins un a contredit ma thèse, où il a dit que il n'est pas possible de faire une embolie graisseuse à partir d'une fracture de l'humérus. L'humérus, c'est l'os long du bras. Il a dit, voilà, il a développé notre thèse et puis notre modérateur était quand même un peu perdu. Il était perdu parce que, en plus, lui n'est pas médecin et vous n'êtes pas des médecins. Et je comprends que vous soyez perdu. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'histoire de la Covid, non? Ça vous rappelle l'histoire de la Covid, où il y avait plusieurs théories, plusieurs théorèmes.
ça allait dans tous les sens. Entre les médecins, on ne s'entendait pas forcément. À plus forte raison, vous. On vous embrouillait plus qu'autre chose. Mais ce qui est important et qui est beau en médecine, c'est que, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher en médecine. Vous pouvez faire tout. Le temps est le juge de paix en médecine. Si vous vous trompez de diagnostic chez un malade, si vous vous trompez de diagnostic, sa maladie va évoluer, non? Si vous donnez un traitement qui ne correspond pas à la maladie qu'il a, parce que vous avez fait un faux diagnostic, mais la maladie va évoluer. Et in fine, vous allez vous rendre compte que votre traitement ne marche pas. Et il y a des situations, des maladies pour lesquelles, parfois, en toute honnêteté, c'est compliqué. Parce que tel a telle approche, l'autre a une autre approche, ainsi de suite. Et puis, voilà. Souvent, qu'est-ce qui fait, qui est l'arbitre? Soit c'est certains examens qu'on appelle l'imagerie. L'imagerie. Pour certaines maladies, ça peut être le scanner, pour d'autres l'IRM, pour certains l'échographie, la radio, ainsi de suite là, qui met finalement d'accord tout le monde. Lorsque la démarche diagnostic clinique, symptômes, interrogatoires, auscultation, palpation, tout ça là, bon, on n'arrive pas vraiment à s'entendre et tout, c'est l'imagerie qui vient nous dire que non, c'est telle chose ou c'est telle chose. Mais parfois, même l'imagerie n'y arrive pas. Parce qu'il n'y a pas un outil diagnostique qui est fiable à 100%. Ça n'existe pas. Peut-être parce que l'outil lui-même, l'appareil, son logiciel, son application n'est pas suffisamment performant pour atteindre l'idéal de 100%. Ou alors, ça peut être l'opérateur, celui qui interprète, qui analyse, qui n'a pas forcément toutes les connaissances. Et on va vous donner un diagnostic qui n'est peut-être pas bon. Donc, il y a toujours une marge d'erreur. Et donc, parfois, quand ça ne va pas, le juge de paix, c'est souvent l'autopsie. On va vraiment disséquer organe par organe pour regarder ce qu'il y a. Et là aussi même, il y a une limite qui est l'opérateur, l'expert, l'anatomopathologiste, comme on l'appelle, le légiste. S'il n'a pas la compétence nécessaire, ben, il peut se tromper. C'est dire si en médecine, parfois, on n'y arrive pas. Mais ce qui est important en médecine, et ça j'espère que mes étudiants sont en ligne, et les étudiants sont en ligne, les médecins sont en ligne. Ce qui est important en médecine, c'est d'avoir la bonne démarche diagnostique. Poser les bonnes questions. Amener bien le sujet pour arriver à un diagnostic. Si vous amenez bien votre sujet, votre démarche clinique, si vous l'amenez bien, si votre raisonnement tient la route, mais que in fine, le diagnostic que vous allez donner est finalement pas le bon, mais il est bon par rapport à la démarche diagnostique qui était logique. Je peux vous assurer que aucun médecin sérieux, honnête, ne vous dira que vous n'êtes pas bon. En d'autres termes, on peut se tromper de diagnostic final, mais ne vous trompez pas sur la démarche diagnostique, sur la logique diagnostique. Ne vous trompez pas sur ça. Et on voit ça dans l'enseignement, par exemple, des mathématiques. Vous savez, pour les gens qui ont fait les maths et tout, quand on vous donne une équation, vous devez trouver la courbe. Vous pouvez, parce que vous avez commis une erreur, vous avez mis 1 à la place de 2 ou quelque chose comme ça là. Vous allez finir par trouver un domaine de définition et une courbe qui n'est pas exacte. L'enseignant
sérieux ne va pas vous donner 0 parce que votre courbe n'est finalement pas bonne. Il va regarder votre démarche diagnostique, votre démarche, comment vous avez raisonné. Et on se rend compte que mais vous êtes trompé de chiffre, mais 1 à la place de 2, ainsi de suite là. On ne vous donne pas 0. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Être intelligent, c'est savoir cerner le problème, définir la problématique, apporter les éléments qui permettent donc de résoudre cette problématique. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais c'est la démarche qui est importante. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, oui, je sais que ma position hier était même à la limite risquée. Elle était même à la limite risquée parce qu'elle peut s'avérer fausse à la fin. Et je sais que je vais devenir le médecin le plus nul de la planète. Parce que les réseaux sociaux ne pardonnent pas. Et comme là, la plupart des juges des réseaux sociaux ne sont pas médecins. Ils ne connaissent pas la démarche scientifique. Eux, ils regardent seulement le résultat. Il a dit que c'est embolie pulmonaire, machin, tout cas. Finalement, l'autopsie m'a dit que ce n'est pas ça. Encore, j'ai envie de dire qu'il faudrait que la personne qui fera l'autopsie sache faire l'autopsie, qu'elle a même déjà fait l'autopsie des embolies pulmonaires graisseuses. Parce que ça aussi, c'est important. Bon. Donc, après, je prends le risque de dire que, et tout à l'heure, je vais vous soutenir encore ma thèse. Et je vais aborder aussi les opinions diverses que j'ai entendues de certains confrères. Et nous allons parler de l'avis des experts neutres. J'entends par neutres qui n'ont aucun lien avec le Cameroun, ne savent même pas ce qui se passe là-bas et ont donné des avis à partir du dossier clinique que je leur ai présenté. Et je vais vous dire ce qu'ils ont dit. 3 experts de 3 hôpitaux français. Et on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Moi, mon souci, c'est d'éduquer le peuple. J'ai failli dire le peuple camerounais, mais j'espère qu'il n'y a pas que les Camerounais qui suivent ce débat, puisque d'ailleurs, je vous ai dit que j'ai un confrère d'origine togolaise qui est au courant de cette histoire et qui suit ça à distance. Donc, c'est une affaire qui mobilise la curiosité, une curiosité planétaire, finalement. Bon, j'exagère peut-être, mais bon, on n'est pas loin de là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un hommage appuyé à une personne grâce à qui mon réseau social se développe de manière assez satisfaisante. Une personne qui est rentrée dans ma vie professionnelle il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'est engagé à m'aider à développer mes plateformes et qui est donc devenu ma community manager et qui depuis est très dévoué, se met en cadre pour essayer de faire progresser ces plateformes. J'entends YouTube, TikTok, Facebook. J'ai oublié cette un. LinkedIn, non, elle s'occupe pas de ça et puis bon, je dois essayer de développer ça davantage.
Et malheureusement, je dirais malheureusement, à la faveur d'événements malheureux, mon réseau social a pris une certaine ampleur, un certain dynamisme. Et je dis malheureusement parce que j'aurais souhaité grandir dans ce milieu qui est un peu nouveau pour moi. J'aurais souhaité grandir autrement. J'aurais souhaité grandir simplement parce que je vous fais des enseignements, comme je le fais quand même de temps en temps, des enseignements sur des questions bien précises, surtout quand j'ai des cas cliniques de malades, où je partage avec vous ces connaissances-là. J'aurais souhaité que c'est avec ça que je progresse et que quand je vous fais des directs sur l'enseignement, sur l'éducation et tout, qu'il y ait assez de monde comme là maintenant et que ça progresse. Malheureusement, c'est à la faveur du décès de Kabwa Nandjik que beaucoup de gens m'ont même connu. Et mes abonnés ont doublé. Et il a fallu encore attendre le décès maintenant qui nous querelle actuellement pour que ça double à nouveau. Moi hier, quand j'ai vu, ou c'est hier ou ce matin, 1000, ou c'est 1200 ou 1300 partages, 1300 partages, un médecin, Aimé Boni. Mais moi j'ai cru que je rêvais. Ça c'est les histoires des influenceurs qui parlent du piment, qui parlent d'une jansan, qui parlent de je ne sais pas trop quoi. Ça c'est pour vous. C'est pas pour les médecins. C'est pas pour dire que on n'apprécie pas ça. Mais on se rend compte que en réalité, le peuple d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, n'aime pas les bonnes choses, n'aime pas s'éduquer, n'aime pas apprendre. Vous pleurez que voir un médecin, c'est la magie. Voir, même ici en France, pour que les gens aient des rendez-vous de consultation chez les spécialistes, c'est la mort. Maintenant, la médecine vient vers vous, à domicile. Il faut seulement que vous ayez quelques mégas, que vous cliquez pour apprendre. Vous n'apprenez pas. Il faut qu'il y ait des événements malheureux comme ça là. Parce que c'est plus par voyeurisme. C'est plus par voyeurisme. Plus vous partez chez vos gens qui font le business de la mort. Après vous venez dans chez nous pour avoir quand même un petit avis d'expert là et puis vous repartez là-bas. Et puis vous revenez, peut-être pour nous insulter et vous repartez là-bas. Mais ce n'est pas parce que vous voulez vraiment apprendre. Et ça, je dis que c'est dommage. Ce n'est pas normal que un médecin enseignant qui décide de consacrer une partie de son temps pour vous faire du bénévolat, qui traîne avec les 4000 abonnés, machin truc, et il a fallu qu'il y ait une histoire qui ne devrait pas exister. Parce que dans un pays sérieux, si on était dans un pays sérieux, Kabwa Nandjik ne serait pas décédé. Il a fallu ça pour que je me trouve avec 10 cas. Il faut un autre cas pour que là, comme ça, là, en 2 jours, vous êtes monté là sur Facebook, Aimé Boni à 16 cas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Excusez-moi de vous dire ça, ce n'est pas normal. Le médecin n'a pas pour vocation de faire le buzz pour être connu. Je décris la mauvaise formation des médecins depuis. Beaucoup de gens n'étaient même pas au courant de ça. Il y a beaucoup de gens qui me découvrent maintenant. Oh, je suis même passé sur votre chaîne du peuple. On dit que c'est la meilleure chaîne du monde. C'est-à-dire que si tu passes par là-bas, tu meurs. Mais beaucoup de gens ne savaient même pas que ce que vous vivez là maintenant, ce pourquoi nous sommes là, parce que nous allons parler, je vais vous donner l'avis des experts français.
Donc, ce qu'on vit, les soupçons de mauvaise prise en charge, ci et là, moi j'ai parlé de ça en janvier. Vous n'êtes même pas au courant. Beaucoup ne me connaissaient même pas. Or, je l'ai fait pour vous. Et il est même possible que ce Samy le Noir ou Cabrel Nandjip n'était même pas au courant que moi, on veut me tuer parce que je veux vous sauver. Peut-être. Et donc, parce que là aujourd'hui, mes plateformes prennent une certaine ampleur. Vous avez vu, il y a tellement de commentaires. Je ne peux pas avoir le temps de lire. Oh, j'ai bien envie parfois de lire, même de répondre à certains. Mais ce n'est pas possible pour un médecin. Les influenceurs, c'est leur boulot. Ils ont monétisé, ils font que ça. 24 heures sur 24, ils n'ont pas un autre boulot, ils font ça. Mais un ancien médecin ne peut pas faire ça. Et c'est pour cette raison que j'ai donc pris une community manager. Mais il est clair qu'aujourd'hui, elle est débordée. Elle n'en peut plus. Et elle frise même le burn-out. Le burn-out, je vais vous peut-être un topo sur ça. C'est quoi le burn-out dans un milieu professionnel qui peut se manifester par plusieurs symptômes du genre l'irritabilité, l'insomnie, la nervosité, la fatigue, le manque de motivation pour faire autant ce qu'on aime faire et ce qu'on doit faire. Et l'un des facteurs de risque du burn-out, c'est le stress, l'excès de boulot, machin truc et tout ça là. Donc, ma community manager, aujourd'hui parfois, elle me gronde même, jusqu'à moi-même je wonder que c'est même comment. Mais, elle n'en peut plus. Parce que moi aussi, j'avoue que je suis tellement passionné que j'en demande. Voilà, moi, il y a mon ami Claudel, mon jeune, qui a dit que lui, même quand il dort, il réfléchit. Ça m'avait amusé parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Moi, je réfléchis même en dormant. 1 million de projets. Je fais beaucoup de choses à la fois. Et donc, je distille ce virus-là à tous mes collaborateurs ou collaboratrices. Et je peux comprendre que tout le monde n'a pas cette capacité. Et donc, je suis obligé de recruter. Je suis obligé de recruter parce que je me rends déjà compte qu'il y a un besoin sérieux d'éduquer les populations mondiales et africaines en particulier. Il faut vous éduquer sur les questions de la santé et de l'enseignement, de l'éducation. Donc, je vais grandir avec des nouvelles plateformes, un site web, blog et même une chaîne télé web. Et il y a une émission en cours de téléchargement, un concept original qui est en cours de téléchargement. Et il me faudra une équipe. Tout ça, c'est pour vous dire que celles et ceux qui aiment cette aventure, qui ont des aptitudes et capacités dans tout ce qui est communication, web, community manager et autres, réseautage et tout ça là, écrivez-moi inbox. Envoyez-moi vos CV et en termes de conditions de travail, je peux vous avouer que celles et ceux qui travaillent avec moi savent comment ça se passe. Parce que j'estime qu'il faut savoir donner les meilleures conditions possibles à ses collaborateurs. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise qui est hyper riche et avoir des employés hyper pauvres. Ce n'est pas normal. Donc, une fois de plus, je dis merci beaucoup à ma community manager qui veut se reposer et elle en a le droit. Et on va essayer de renouveler, de faire grandir mon équipe
et on va faire de belles choses. Voilà, ceci étant dit, nous rentrons donc dans le vif du sujet. Nous parlons des causes potentielles du décès de Samy Lenoir. Et je voudrais que nous entendions sur un fait, qui est que au fait, quand je vais vous donner la parole, comme hier, je vais quitter TikTok et on va rester juste avec le Facebook, puisque c'est à partir du téléphone de TikTok que je vais recevoir les appels. Donc, on parle du fait que il y a eu un accident. J'entends par accident un événement malheureux, inattendu, qui cause un incident corporel. Et l'incident corporel, ici, là, c'est la fracture qu'a subi le web comédien Samy. Et ça, ce n'est pas discutable. Qu'il y a eu une fracture de son bras et du fémur. Et, a priori, c'est une fracture complexe qui a donc été pris en charge d'une certaine manière dont on parlera, avec une prise en charge en deux temps. D'abord à Kribi, officiellement à l'hôpital de district, avec difficulté de prise en charge là-bas pour absence de plateau technique et transfert à Yaoundé. Un transfert qui s'est fait dans des conditions non recommandables, c'est-à-dire qu'un transfert non médicalisé et sans immobilisation nécessaire, car cette fracture-là doit être immobilisée pour éviter déjà son aggravation de la fracture et tout, et des complications autres, telles que un nerf qui peut se coincer, un vaisseau sanguin qui peut être abîmé avec saignement, ou une translocation de la graisse qui va dans la circulation sanguine et qui va développer donc ce que j'ai, ma théorie d'embolie pulmonaire graisseuse. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible quand c'est un os des membres supérieurs, que ce n'est que les os des membres inférieurs qui sont pourvoyeurs d'embolie graisseuse. Ça, c'est une théorie qui prospère partout dans le milieu, même dans le milieu scientifique, pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans le milieu scientifique. Ok, nous reviendrons sur ça. Et je vous ai dit hier que le mécanisme de ça, c'est que ces gouttelettes de graisse qui arrivent dans le sang, parce que c'est de la graisse, donc c'est comme de l'huile qui arrive dans un liquide, on va dire par exemple de l'eau. Et cette graisse-là va surnager et va évoluer avec le mouvement du sang. Et comme c'est des veines, les veines reviennent toujours vers le cœur. Si vous prenez de l'huile, vous
mettez dans de l'eau, l'huile va surnager. Si vous prenez un os, vous jetez dans de l'eau, ça va aller en bas parce que la densité de l'os est plus importante. Donc, ce n'est pas des débris d'os qui peuvent aller inonder les poumons, mais plutôt la graisse. Mais une fois de plus, des gens ont dit que non, c'est pas possible parce que c'est l'humérus. Ok. Et moi, je suis parti sur cette théorie-là à partir des faits bien précis. C'est que l'hôpital nous a pondu un rapport. Un rapport qui dit que il y a eu, à un moment donné, de sa prise en charge, non seulement détresse respiratoire, c'est-à-dire que difficulté à respirer, baisse de la tension artérielle, hypotension artérielle, et trouble du rythme cardiaque, certainement ventriculaire. Et donc, moi, en tant que cardiologue, je rentre en jeu. Et je me dis que un jeune de 33 ans, qui a priori, une fois de plus a priori, parce que nous tous nous pouvons entraîner des maladies sans le savoir, mais qui a priori est bien portant et a donc un cœur qui n'a pas de problème. Parce que j'ose même croire que, avant d'être opéré, il a une consultation anesthésiste sérieuse qui a écarté tout problème tel un souffle cardiaque ou alors des troubles de la reproduction, l'électrocardiogramme et tout ça. Bon, voilà, j'ose croire. Et donc, du coup, comment on peut expliquer que un monsieur bien portant, qui simplement parce qu'il a eu une opération, qui se serait même bien passée, et après il développe une détresse respiratoire, une hypotension artérielle, des troubles du rythme ventriculaire, dont un choc cardiogénique. Il n'y a pas 1 million de raisons à ça. Soit il s'est passé quelque chose en cours d'anesthésie. Soit il s'est passé quelque chose en cours d'anesthésie. Et normalement, l'anesthésiste doit avoir observé ça. Ce qui fait que quand vous sortez même du bloc, quand vous êtes maintenant en salle de réveil, vous avez encore une observation très rapprochée par les anesthésistes réanimateurs. Or, je n'ai pas l'impression qu'on nous a parlé de ça. Ou alors, encore, à cause des drogues qu'on donne pendant l'anesthésie et le stress endogène périopératoire, il y a des malades qui développent par exemple ce qu'on appelle un infarctus du myocarde post-opératoire dû au stress endogène, l'apport des sympathomimétiques, l'adrénaline, la noradrénaline et tout, et même les drogues qu'on donne. Parce que si, pendant l'opération, le malade fait des hypotensions et tout, on va lui donner l'éphédrine, l'adrénaline, des trucs comme ça là. Mais c'est des substances qui vont accélérer le cœur. Mais, dans ce cas, il s'agit d'un malade qui, peut-être sans le savoir, a déjà des artères du cœur, qu'on appelle les artères coronaires, en mauvais état. C'est qu'il a déjà la mauvaise graisse au niveau des artères coronaires, ce qu'on appelle l'artérosclérose. Peut-être sans le savoir. Et ça va se révéler donc à la faveur de l'opération et tout ce qui va se passer. Le malade, il a saigné, on est obligé de faire la transfusion, mais quand il saigne, s'il perd du sang, ça veut dire que son volume sanguin total diminue. Et si le volume sanguin diminue, c'est-à-dire que le sang qui arrive même au niveau du cœur par les artères coronaires aussi diminue.
Et si ça diminue alors que le monsieur a déjà des artères qui ne sont pas en bon état, ça peut provoquer une ischémie myocardique. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que l'anesthésie pendant l'opération est l'élément fondamental. Vous avez des chirurgiens qui n'aiment travailler qu'avec certains anesthésistes, réanimateurs, avec qui ils sont habitués. Parce qu'ils font confiance. Ils savent que bon, quand je suis avec lui là, les histoires des paramètres vitaux et tout ça là, il contrôle tout, pas de problème. Parce que l'anesthésie. Et nous, les médecins qui faisons de l'intervention, de la chirurgie, moi, c'est de la chirurgie cardiaque spécifique, ce qu'on appelle la rythmologie interventionnelle. Donc il y a certaines procédures où on est obligé de fonctionner avec les anesthésistes. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas une profession en médecine plus capricieuse que l'anesthésie et l'anesthésiste. Parce qu'ils savent que sans eux, il ne peut pas avoir bloc. Il ne peut pas avoir bloc opératoire si l'anesthésiste dit que non, je ne suis pas là, tu n'opères pas. Donc nous dépendons d'eux. Et donc c'est fondamental l'anesthésie. Et donc, avec le temps, on s'est rendu compte que pour éviter donc des incidents tels que les infarctus per ou post-opératoires qui ont donc un pronostic vital très réservé, il faut faire un bilan préopératoire qui contient donc, enfin, qui comprend la recherche d'une ischémie silencieuse. Donc c'est-à-dire un malade, on sait que celui-ci donc quand il n'y a pas d'effort, ça va, mais s'il y a un effort, et l'effort ça peut mettre aussi un effort physiologique de stress pendant l'opération, et tout ça comme j'ai dit, que celui-là, il va donc développer une ischémie du myocarde. Et donc, c'est des malades qui, avant l'opération, et surtout en fonction des opérations, et il y a des opérations qui sont des opérations lourdes, où on perd beaucoup de sang, où ça dure longtemps, ainsi de suite, donc c'est assez à risque. Et dans ce cas, le bilan préopératoire comprend la recherche d'une ischémie silencieuse du myocarde, donc du cœur. Les patients d'un certain âge, déjà, patient âgé. Parce qu'un patient âgé de 70 ans, 65 ans, 70 ans et plus, la probabilité qu'il ait déjà des artères du cœur un peu abîmées, elle est importante. Ou des patients diabétiques, ou le patient fumeur, le patient qui fume beaucoup et tout ça. On va leur demander au minimum un électrocardiogramme, parfois même un test d'effort, une échographie cardiaque, pour éliminer une cardiopathie ischémique silencieuse qui peut développer ce que Samy Lenoir a eu. Mais le problème ici, ce qui ne tient pas la route pour évoquer cette complication-là, c'est que à 33 ans, avoir déjà des artères du cœur pas en bon état, c'est d'une rareté pas possible. Mais ici, il faut d'abord dire que ça n'existe pas, mais c'est d'une rareté pas possible. Donc, ce n'est pas ça, en toute logique. Ce n'est pas un infarctus post-opératoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est une drogue bizarroïde et tout ça là? Quand même, moi, je ne peux pas être dans la théorie du complot. Qu'est-ce qui reste encore comme cause pour une personne qui a été opérée la veille? Les gens ont dit, mais avant de vous parler des gens, je vous dis que moi, ma théorie, donc là, ce qui reste de plus logique, c'est une embolie pulmonaire. C'est une embolie pulmonaire. Les gens vont monter, descendre et tout, sortir les théories. On peut partir partout à Harvard, à Washington et tout ça là. Parmi les causes là qui vont entraîner l'engagement du cœur avec détresse respiratoire, hypotension artérielle, trouble du rythme ventriculaire, c'est l'embolie pulmonaire. Mais il y a donc deux types d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire
de la fibrine, d'une anomalie du lit vasculaire veineux. Il faut que le patient soit, peut-être immobilisé longtemps, où il ne bouge pas, il est vraiment alité, sans avoir la prévention contre l'embolie pulmonaire. Les étudiants savent qu'on va donner des anticoagulants, le Lovenox et tout ça là, l'enoxaparine, voilà. Il faut que la personne ait beaucoup de pathologies, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque de base, machin truc, voilà. Il faut que le patient soit âgé, très âgé. Et c'est rien de tout ça dans notre cas. Donc, c'est compliqué de dire que c'est une embolie pulmonaire classique. Il reste donc l'embolie pulmonaire graisseuse, que les gens sont en train de refuser. Ils disent que non, ce n'est pas ça. On m'a sorti. Je vais donner la parole au... je vais donner la parole et vous allez développer. Alors, maintenant que moi, j'ai réaffirmé ma position, je vous parle maintenant de la vie des autres. Déjà, la vie des Camerounais. Je vous ai dit que moi, j'ai participé à un événement, enfin, à un direct hier, où notamment un orthopédiste a signé que non, la fracture du membre supérieur ne donne pas d'embolie graisseuse. C'est les membres inférieurs. Ok. Il a développé d'autres théories qui seraient la cause de ça. Ok. Et parmi ces théories, et qui est aussi une théorie d'un des experts français que j'ai consulté, c'est que il y a autre chose. Peut-être, et ça c'est la théorie du Camerounais hier, pendant l'opération, quand on va prendre une partie de l'iliaque, la crête iliaque et autres, si on ne fait pas attention, je ne rentre pas dans les détails, parce que moi, une fois de plus, je ne suis pas chirurgien orthopédiste. Donc, vraiment, ils vont parler tout à l'heure, ils vont nous expliquer. On peut aller, si on va, c'est devant ou derrière, on peut léser une veine importante, je ne sais pas trop laquelle, et ça peut saigner beaucoup, et ça peut saigner à l'intérieur. On est dans le ventre, dans le bassin. Et ça peut saigner là-bas, et le malade ne saura pas, et il va donc peut-être mourir d'hémorragie. Effectivement. C'est tellement que c'est logique. Mourir d'hémorragie. Ok. Donc, je vais maintenant à Paris. Enfin, je suis à Paris. Dès ce matin, j'appelle des collègues orthopédistes. Et je vous cite les hôpitaux. J'ai d'abord appelé l'orthopédiste, enfin l'un des orthopédistes de mon hôpital, l'hôpital de Montfermeil, dans la région parisienne. Et là, c'était un interne senior. Et ici, là, c'est qu'un interne senior, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en fin de cursus d'orthopédie, 4e année de spécialisation. Il m'a dit, prof, c'est rare, mais ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare qu'une fracture de l'humérus entraîne cela. Avis, premier avis, hôpital Montfermeil, service de traumatologie. Et après, j'appelle l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne. C'est mon ancien hôpital. Enfin, j'ai été médecin dans cet hôpital. J'ai créé l'unité de rythmologie de l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne à son temps, en 2010.
Et j'y ai travaillé jusqu'en 2012. Je suis parti de là pour d'autres aventures, après avoir créé, laissé une unité qui aujourd'hui fonctionne de manière autonome pour poser les pacemakers et autres. Et j'ai appelé donc l'un des collègues orthopédistes là-bas, qui m'a dit, et c'est lui donc qui suit un peu cette actualité, et j'étais surpris de le savoir. Il m'a dit, Aimé, c'est difficile de penser que c'est ça. Regardez bien comment je dis et comment je reporte ce que les confrères disent. Hein. C'est parce que c'est quand même les eaux du bassin et autres, on dit jamais, mais vraiment, mais dans le cas précis, et j'ai vu les radios qui sont mises sur les réseaux, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense plutôt que c'est... Parce qu'il faut imaginer qu'il y a peut-être aussi un traumatisme crânien, voilà, et qu'il peut avoir saigné du cerveau, voilà. Donc, voilà un peu sa tendance. Mais, parce que je ne peux pas oublier, ce qu'il m'a dit à propos de l'indication opératoire, c'était le fait qu'à l'hôpital de la Caisse, on a opéré, donc on a décidé d'opérer le malade. Rappelez-moi que je vous parle de ça, parce que je ne veux pas mélanger les sujets. Là, pour l'instant, on est dans le sujet. Est-ce que embolie graisseuse, c'est possible ou c'est pas possible? Donc tout à l'heure, quand vous allez devoir répondre, enfin participer, ce sera le plus 221 78 136 12 39. 221 78 136 12 39. Donc, j'ai déjà eu 2 avis. Hôpital Montfermeil, hôpital Saint-Camille. Et dans les 2 cas, on dit c'est rarissime. C'est rarissime. Je pars maintenant dans un 3e hôpital. L'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, dans la région parisienne. Tous ces hôpitaux dont je vous dis, je pense que parmi les gens qui nous suivent, il y a des gens qui vivent en Europe, en France, et dans la région parisienne. Ils peuvent déjà témoigner si ces hôpitaux existent ou pas. Donc, hôpital de La Fontaine, j'ai appelé le secrétariat du service. Je me suis présenté et j'ai dit que je veux un avis. Mais s'il vous plaît, ne me passez pas un interne cette fois. Passez-moi un senior. Donc, dans mon hôpital, déjà j'ai pris un interne senior, donc de 4e année. C'est déjà un chirurgien. Les gens savent ce que ça veut dire. À l'hôpital Saint-Camille, c'est un monsieur, il a la bouteille. Voilà. De La Fontaine, j'ai eu un praticien hospitalier, un PH. Et je lui ai expliqué la situation, le cas clinique et tout. Il m'a dit, c'est rare, mais ce n'est pas impossible. J'ai 30 années d'existence. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu ce cas-là. Mais ce n'est pas exclu. Hôpital de La Fontaine. Nous sommes déjà avec 3 avis où les gens sont d'accord avec tout le monde que c'est les os des membres inférieurs. Mais ce n'est pas interdit, c'est possible que les membres supérieurs puissent entraîner, et notamment l'humérus. Ça, c'est rare
Et il y en a qui ont dit que moi, je n'ai jamais vu. Mais c'est possible. Et je vais déjà m'arrêter à ces 3 cas. Parce qu'il y a un dernier cas dont je vais vous parler tout à l'heure. Avec une preuve à l'appui. C'est que ce que nous savons de la littérature, même en Afrique, ce que nous savons de la littérature, quand les gens disent que ah non, non ça n'existe pas, d'ailleurs la littérature, je vais vous sortir les preuves. On va dans la littérature, on prend les papiers, on présente. Chers internautes, sachez que c'est les données européennes ou occidentales. Je veux bien croire et j'espère que ceux qui vont intervenir là, les orthopédistes, ils vont nous apporter les données de la littérature africaine, les données publiées avec nos malades, avec nos conditions de travail. J'espère. S'ils viennent me sortir que voilà un papier des Américains, des Européens, on dit qu'on n'a même jamais vu ça. Je vais vous dire qu'on n'a pas les mêmes conditions. Et je vais vous détailler aujourd'hui, je vous ai parlé de ça hier. Quelles sont les conditions qui peuvent entraîner une embolie gazeuse? Parmi ces conditions, vous pensez qu'un malade que vous trimballez pendant 4 jours, 5 jours, dans des voitures, machin truc personnel, vous vous arrêtez même en route, vous achetez le poisson, vous achetez le bobolo, vous mangez, le gars arrive parce qu'il n'a peut-être pas trop mal et tout ça là. Vous avez déjà vu ça en Europe? Vous avez déjà vu ça en Europe? Je vous ai déjà dit que dans la vie, il faut avoir un raisonnement clinique sérieux. Vous avez vu ça en Europe? Vous avez une fracture ici en Europe. Je vous ai parlé, ceux qui me suivent sur TikTok et sur Facebook, vous avez vu? Je vous ai donné un cas clinique d'un monsieur que j'ai vu. C'est quand il a ouvert son ventre que j'ai vu des entailles partout. Le gars dit qu'il a failli mourir. Avec son scooter, il est rentré dans un camion alors qu'il est en train de conduire à 9 h du matin. Il vient de dormir. Lui-même n'a pas compris ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé seulement à l'hôpital avec les tuyaux partout. Opération, rate, machin, tout ça. Il est en train, double fracture, il a des prothèses de hanche partout. Un miraculé. Au Cameroun, n'est-ce pas que Cabrel Nandji est mort? Je dis que scooter, il a foncé sur, et vous connaissez les gens qui sont en Europe, là, les scooters, vous savez comment les gars là filent. Il a foncé sur un camion en un temps de mouvement, hélicoptère, SAMU, machin, tout là, hôpital, crème bicêtre, les tuyaux partout. Le gars est vivant, c'était en 2016. Il est vivant. Opération dans les minutes. Les fractures des os en Europe, aux États-Unis, tout ça là, la prise en charge est aussi rapide. Et plus on traîne, plus la probabilité de dislocation et d'une embolie est importante. Comment les Africains vont nous venir me dire oh non, non, ça n'existe pas. Non, non, dans la littérature, quelle littérature? Nous les Africains, les gens que vous voyez là au Cameroun, en Afrique, les gens ont déjà des problèmes à survivre tels que, vous pensez qu'ils ont même le temps de corriger leurs patients, de les mettre sur une base de données, de faire les analyses, de tenir compte des facteurs péjoratifs, parmi lesquels, comme j'ai dit, le retard d'intervention. Le retard d'intervention, la qualité de l'intervention. Un malade qui arrive à l'hôpital avec le SAMU, vous pensez que c'est le même malade qui arrive à l'hôpital avec le taxi? Soyez un peu sérieux. Soyez sérieux. Donc je dis ici là, celui qui va venir m'apporter les données européennes, il aura en face de lui un enseignant-chercheur. Et je vais lui montrer qu'il n'a aucun argument à faire valoir. Parce que la population européenne, dans les données publiées, c'est une population qui est bien prise en charge. Nous, c'est Dieu simplement qui nous sauve. Donc, je ne vais pas me parler de ça. Et même ces gens-là, donc, qui travaillent dans des conditions terribles.
Vous avez vu, je vous ai donné 3 cas déjà. Personne ne dit que ça n'existe pas. Les Africains, moi je ne sais pas si c'est ma chance. Hein. Quand un Africain connaît un peu, il veut montrer qu'il connaît plus que tout le monde. Il commence à dire, non, ça n'existe pas. Tu as déjà vu même combien de cas? Les médecins africains, les orthopédistes là, dites-moi, vous travaillez dans quelles conditions? Vous travaillez dans quelles conditions là au Cameroun où vous n'avez même pas le scanner? Quand vous demandez le scanner, le malade n'a même pas l'argent pour payer le scanner. Même la radio simple, parfois vous n'avez même pas. Comment vous allez donc faire le diagnostic d'embolie pulmonaire graisseuse si vous n'avez même pas les moyens diagnostiques? Ce n'est pas sorcellerie. Vous pensez que, parce que vous êtes orthopédiste, moi je suis cardiologue, donc vous allez venir m'enseigner là que, non, il a raconté des bêtises, que ce n'est pas possible, c'est là. Vous avez quel moyen diagnostic? Là en Afrique. Quel moyen diagnostic? Puisqu'il faut faire la scintigraphie pulmonaire. Est-ce qu'on fait la scintigraphie pulmonaire au Cameroun? Nada. On ne fait pas. Le scanner, les scanners sont en panne au Cameroun 1 jour sur 2. Et les scanners de Manaouda Malachi, les scanners qui ont maximum 64 barrettes. Maximum, quand c'est 64 barrettes même, c'est que il va faire, comment vous appelez ça là, une descente sur le terrain pour inaugurer ça. Canal 2, Equinox, ils viennent là, on raconte l'histoire, alors que c'est juste un truc de 64 barrettes. Je dis, mais c'est les 16 barrettes. Ou maximum 32. Je voulais même déjà vous vanter. Maximum 32 barrettes. Alors que les scanners aujourd'hui, c'est 128 et des poussières. C'est-à-dire que les coupes les plus fines. Avec ces scanners comme ça là, le scanner va venir vous dire, scanner normal. Le scanner de l'hôpital de la Caisse, là maintenant je mets, puisqu'on est tous dans la recherche, hein, la recherche de la solution. On a dans le rapport, on nous a dit que il y a le scanner n'a rien montré. Maintenant, je vous mets au défi, allez savoir quel est le scanner que l'hôpital de la Caisse a. Si c'est un scanner sérieux ou pas. Si ce scanner-là peut fonctionner encore dans un hôpital français. Allez savoir. Parce que plus le scanner a des barrettes, plus les coupes sont les plus fines. Mais plus on va voir les microparticules. La médecine au Cameroun, c'est la guerre. La médecine au Cameroun, c'est la guerre. Je vous dis. Donc, au lieu d'être là, de monter, oh machin, tout là, non, il n'y avait pas de... non, on n'a pas vu le film non, il n'y a même pas eu un rallye et tout. Non, on n'a pas vu. Moi, je veux bien. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne connais pas ça. Mais je dis, hein, vous êtes normal. Autant pour moi. Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes normaux au Cameroun? Vous vous focalisez sur des trucs, je ne dis pas que ce n'est pas important. S'il y a eu crime, il y a eu crime. On doit élucider ça. Mais vous savez combien de crimes il y a au Cameroun? Martinez Jogo n'est pas parti. Le père, c'est Abbé Ebalo, n'est pas parti. Avant lui, l'abbé Bala, pas parti. Moi-même, je n'ai pas failli partir. Donc, on ne peut pas nous détourner jusqu'entre ça. Oui, que la justice fasse son travail, dans les normes, dans les règles de l'art. Mais que la jeunesse que vous êtes, mobilisez-vous pour dire à l'État, c'est pas possible. Occupez-vous de nous. Soignez-nous bien. Parce que dans un pays sérieux, même s'il y a eu crime, il ne veut pas avoir mort. Parce que les gars qui ont fait le crime là, s'il y a eu crime, ils ont même été gentils juste pour casser le bras. Dis donc, tu veux tuer quelqu'un, tu casses seulement le bras. Hein? Tu veux tuer quelqu'un, tu casses seulement le bras. En sachant que n'importe comment, quand le gars va sortir de là,
il va quand même finir par parler un jour. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Je veux rester dans le médical. Et donc, je vous dis que, pardon, allez à l'hôpital de la Caisse. Cherchez-nous la performance du scanner de l'hôpital de la Caisse. Maintenant, les gens qui vont m'apporter les données africaines, là, s'il y en a, je vais analyser le protocole d'études. Moi, je ne suis pas vos enseignants de Famenne Dongola. Moi, j'ai fait un certificat sur méthodologie de la recherche clinique. Je n'étais pas encore enseignant. J'étais encore étudiant en spécialisation. Paris 7. La responsable de mon enseignement, c'était le professeur Sylvie Chevret. Les gens peuvent aller se renseigner. Méthodologie de la recherche clinique. Analyse critique d'articles. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas un parcours bancal comme il y a beaucoup de gens qui arrivent même... Ils n'avaient jamais pensé à ça, mais parce que ils ont la cooptation, ils ont machin truc là. Allez, paf, monte ton dossier là, on va te recruter à la fin. Être enseignant, c'est une vocation. Et ça se prépare. Vous avez beaucoup d'enseignants là qui ne savent même pas comment écrire un article. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de publication. C'est pour ça qu'ils sont connus de personne. Ils n'ont aucun leadership. En dehors de la fac de Douala là, ils sont là, ils sont les grands. Là, actuellement, ils sont dans leur truc là. Ils sont les grands patrons. Les étudiants là aussi, ils savent seulement que... Quand moi je parle, les gens sortent même des trucs là, ils commencent à me dire que... Oui, comme la professeure Tang là. Première professeure femme de... machin tout, je ne veux pas prononcer le nom. Moi, je rigole. Je rigole. Ah non, les autres là, ils enseignent bien. Ce n'est que toi. En septembre, je suis à Hong Kong. Dans une conférence où l'Afrique a tout un symposium. Et c'est moi qui mets la délégation africaine. En début d'année prochaine, c'est à Boston. African Summit. Pour parler de la rythmologie mondiale. Et l'Afrique va venir avec son lot. Vous êtes là, vous mélangez les gens, machin truc là, vous me parlez, non, il ne connaît rien, il raconte les histoires, ce n'est pas possible. Ne m'apportez pas les données africaines. Et si vous m'apportez ça, je vais analyser. Quel est le scanner qui a été utilisé, ça a combien de barrettes, quelle est la probabilité de faire un diagnostic d'une embolie graisseuse. On va parler de ça. Et donc maintenant, je vous reviens donc sur mon dernier avis que j'ai eu aujourd'hui. J'ai appelé aussi un de mes anciens hôpitaux. Un hôpital qui a une réputation macabre, je vais dire, mais ce n'est pas de sa faute. Qui a défrayé une chronique, et ça reste dans les mémoires, du décès d'une très importante personnalité du monde. Qui peut me dire, déjà c'était quelle personnalité et c'est dans quel hôpital? Je ne vous mets pas la contribution. Quel est l'hôpital, il y a quelques années, qui a défrayé une chronique macabre par le décès d'une très haute personnalité mondiale? Est-ce que vous dites quelque chose? Michael Jackson. Oh, qui a dit Billy Buster. Ça, c'est sur TikTok. Donc, TikTok a gagné Facebook. TikTok a gagné Facebook. TikTok, Billy Buster a dit Lady Diana. Effectivement, Lady Diana est décédée à la Pitié-Salpêtrière après son accident mortel
sous le pont de l'Allemagne, je pense que c'était bien ça. On l'a amené à la Pitié-Salpêtrière. Et maintenant, donc, l'hôpital Pitié-Salpêtrière c'est là où je me suis formé en rythmologie, c'est l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière avec les professeurs Robert Frank et Guy Fontaine. Guy Fontaine qui est le découvreur d'une maladie qui est l'une des premières causes de mort subite du sportif, la dysplasie arythmogène du ventricule droit. C'est lui qui m'a vraiment initié à la recherche et aux publications. Bon, mais ça, c'est juste en aparté, peut-être pour me vanter un peu. Accordez-moi aussi ça, de temps en temps. Et donc, le service de traumatologie, orthopédie de la Pitié-Salpêtrière. Maintenant, un autre quiz. Ce service a quelle réputation? Quel est l'un des faits qui a fait la réputation de ce service de traumatologie, orthopédie de la Pitié-Salpêtrière? Qui c'est? Oui, bon hôpital en diabétologie, bien sûr. Guylaine Noubissi, l'hôpital central de Bafang, non, c'est le deuxième meilleur hôpital du monde. C'est d'abord la Pitié, après ce sera Bafang. Oui, alors, qui c'est? Je vais encore voir. Qui va gagner, Facebook ou alors TikTok? Bon. Personne ne gagne. Personne n'a trouvé. Je ne vois rien. L'hôpital, le service le service de traumatologie de la Pitié-Salpêtrière s'est fait une réputation. C'est à l'occasion de quoi? Bon, vous ne savez pas, je vais donc vous dire. Le El Fenomeno, le meilleur 9 de tous les temps du monde, quel que soit le classement que vous allez faire de la meilleure équipe de tous les temps, vous allez toujours mettre Ronaldo, le vrai, l'authentique Ronaldo, El Fenomeno. Il s'est fait opérer à la Pitié-Salpêtrière par le professeur Saillant. Après avoir eu plusieurs de ces ruptures au niveau du genou et autres, le professeur Saillant à la Pitié-Salpêtrière l'a opéré parce que c'est un service qui avait développé cette technique-là par lui et qui était devenu l'une des références dans le monde. Et un service qui a gardé sa réputation parce qu'aujourd'hui c'est une autre chefferie et tout, mais voilà. Donc, c'est un service de réputation mondiale. J'ai donc appelé le service, j'ai demandé à parler à un praticien hospitalier. Et j'ai eu une dame praticien hospitalier qui m'a donné son avis. Après, elle m'a dit, laisse-moi quand même aller prendre un deuxième avis. Et je te reviens. Et je vous fais écouter l'avis de cette dame. J'espère que vous allez l'entendre. Vous allez me dire si vous entendez. Allô? Oui, voilà. Donc, c'est comme on vient d'en parler, c'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc, fracture de l'humérus peut entraîner, c'est rare, mais ça peut entraîner une embolie graisseuse. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie et dites mes amitiés à tous vos collègues là-bas de la Pitié-Salpêtrière. Je transmets, merci monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas si ça s'entend parce que, bon, voilà, là, moi, je suis un villageois. Mais je fais la répétition est la mère de l'enseignement. Je vous fais encore réécouter la voix d'une consoeur chirurgien orthopédiste de l'un des meilleurs services du monde.
Je dis bien l'un des meilleurs services d'orthopédie du monde où a été soigné Ronaldo. Allô? Oui, voilà. Donc, c'est comme on vient d'en parler, c'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc, fracture de l'humérus peut entraîner, c'est rare, mais ça peut entraîner une embolie graisseuse. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie et dites mes amitiés à tous vos collègues là-bas de la Pitié-Salpêtrière. Je transmets, merci monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. C'est très très rare, mais c'est possible. C'est très très rare. Les gens qui appellent là, quand quelqu'un m'appelle maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas en train de suivre le live. Parce que j'ai dit que je vais prendre des gens juste après mon topo qui est déjà quasiment à la fin. Parce que ça c'était le clou. C'est arrivé quasiment à la fin. Et je vais donc arrêter TikTok. Tous les gens de TikTok, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page si vous voulez. Allez donc sur la page Facebook et on va commencer maintenant la discussion, l'échange sur Facebook. Donc, vous avez entendu, c'est rare. Elle a même ajouté, c'est très très rare. Mais c'est possible. Ça, elle m'a d'abord dit ça. Elle m'a dit, attends, je vais prendre un second avis. C'est quand elle a dit que je vais prendre un second avis que j'ai eu la présence d'esprit que mais, je peux enregistrer. Et elle ne m'en voudra pas, parce qu'on est dans l'éducation. Et elle savait pourquoi je faisais ça, cela. Et vous avez entendu, 2 avis à la Pitié-Salpêtrière. On dit, c'est possible. Et je réinsiste, c'est des gens qui parlent des données occidentales, où le malade est bien soigné, où il est pris en charge dans des bonnes conditions, pas dans notre Ngopomo, de Yaoundé, de Toudi, mais là-bas. Même donc ici, là, les gars disent que ça peut arriver. Et maintenant, des Africains qui travaillent dans des conditions de guerre me disent que c'est impossible. Je vous laisse vous-même juger. Une fois que j'ai dit ça, je reviens donc encore sur ma théorie. Et je vous dis encore que demain, je peux avoir tort. C'est-à-dire que dans le cas précis, que ce n'est pas ça. Mais je vous assure que mon raisonnement est logique. Et l'autopsie va donc finir par nous dire. Mais une fois de plus, que l'autopsie soit faite pas par un gars de 80%. Sauf si le 80% s'est remis en question, est parti maintenant bien se former. Parce que ça arrive. Hein. On a tous connu ça. Des gens qui n'étaient pas bons là jusqu'au bac. C'est-à-dire, on te demande comment ils ont eu le bac. Après, études universitaires, vous entendez souvent que le gars est devenu ingénieur. Oui, il faut savoir se remettre en question. Donc moi, quand j'ai fustigé mes étudiants, c'est pas que je ne les aime pas. Je les adore. Et je sais que parmi les 80%, il y a des gens qui sont bons. Et parmi les 20%, il y en a même qui ne sont pas bons. Donc, je m'arrête d'abord là donc, en vous ayant expliqué quelle est ma démarche et les avis que j'ai pris. Donc, j'ai eu 5 avis français, 5. Et sur les 5, aucun n'a dit que c'est impossible. Aucun sur les 5, donc 100%, on dit que c'est rare. C'est donc on dit que c'est même très rare. Mais personne n'a dit que c'est impossible. Et là, il vous parle de la population occidentale. Où on ne traîne pas avec les trucs pendant 5 jours, n'importe comment. Donc, ceci étant dit, je m'arrête là. Je vais arrêter TikTok. Et nous allons passer sur Facebook uniquement. Et je vais donc prendre les appels. Et je vous en prie, je voudrais prioritairement prendre les spécialistes, les médecins.
S'il y a des orthopédistes qui sont là, ils sont les bienvenus. Je commence par eux. Sinon, les médecins. Et après, on prendra donc toutes les curieux, enfin tous les curieux, autant pour moi, qui voudront participer. Je vous remercie déjà d'être assez nombreux pour moi. Bon, 500 personnes en mon direct, je vous avoue que je ne demande pas plus. Voilà, je vous remercie. Et sur TikTok, je pense qu'il y a à peu près 95 par là. Donc, TikTok, je vous dis à bientôt. Et on va continuer avec sur Facebook. Est-ce qu'il y avait des questions sur TikTok à prendre? Merci docteur pour ce partage, histoire de... Bon, non. Allez, donc, je passe sur TikTok, sur Facebook. Et je vous laisse donc appeler, pour ceux qui veulent appeler et participer. À bientôt TikTok. Alors, s'il y a des questions, appelez-moi. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, et je m'intéresse à votre déroulé depuis que vous nous avez donné la possibilité de régaler les problèmes du Cameroun, de nous apporter certains éclaircissements. Nous ne venons pas vous critiquer, mais nous voulons juste les éclaircissements. Parce que vous avez commencé par hier, vous partez sur un premier exemple que vous êtes en train de démontrer et vous avez confronté votre thèse à d'autres personnes qui est quelque chose d'encourageant. Parce que vous avez d'autres visions que vous pouvez aussi développer. Ma première question était de savoir, dès lors qu'on part sur la double facture par rapport à une cause, il y a une cause, est-ce que vous êtes juste limité sur la facture et ne regardant pas l'objet qui a posé l'acte, comme les cyclistes, lorsque le cycliste au virage cycliste, la tête va taper le sol, mais ils sont déjà protégés par le casque. Alors que ce cas d'accident dont on parle de voiture, vous êtes resté uniquement sur la double facture. Et c'est pour ça qu'on peut souvent douter, parce que si vous regardez d'abord la cause d'accident, l'impact, où est-ce qu'il y a l'impact qui peut causer la suite que vous pouvez aussi développer. Vous voyez? Parce que l'impact, la hauteur du choc va permettre peut-être de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est de là que moi, j'étais en train d'attendre votre développer, parce que je ne suis pas médecin pour vous contredire. Mais pour étayer un peu mon doute, je vais me dire, j'ai un médecin qui connaît les points vitaux en cas d'accident. Si la voiture me colle au niveau des reins, ça peut me projeter. Et qu'est-ce qui va toucher le sol et quelles sont les causes? Ok, j'ai compris. Malheureusement, les gens ne vous entendent pas. Apparemment, le son n'est pas bon, mais je vais essayer de répéter à tout le monde votre question, enfin votre problématique. Je vais essayer de répéter et après je vais répondre. Mais apparemment le son ça siffle donc les gens n'entendent pas. Ok, je vous remercie tout simplement parce que d'où vous êtes, il y a la pluie qui fait ralentir la vitesse. Parfois, ça bloque. D'accord. Mais le plus important, c'est que si vous comprenez la question, vous allez déjà aussi par rapport au deuxième point que vous pouvez étayer. Ça marche. L'impact de choc qui peut causer d'autres effets. Je vous remercie. Allez, merci.
Donc, il pose la question de savoir pourquoi je n'ai développé qu'une thèse. Est-ce qu'il n'y a pas une autre thèse? Par exemple, l'impact. Pas simplement le fait que le patient ait eu une fracture, mais est-ce que il n'aurait pas eu, par exemple, un impact au niveau de la tête, en cognant la tête quelque part, ce qui pourrait entraîner donc un choc crânien aussi, avec des complications qu'on peut connaître, entre autres. Et ça, c'est une bonne question. Et je pense que j'ai quand même un peu abordé ça, puisque je vous ai dit que le collègue de l'hôpital Saint-Camille, par exemple, lui, il a dit que l'embole, c'est quand même peu probable. Il pense pas. Mais qu'il y aurait, par exemple, eu un choc crânien avec hémorragie. Parce qu'effectivement, ça dépend du mécanisme de l'accident, qu'on ne sait donc pas. Et c'est pas à moi d'aller chercher à savoir effectivement il était où, comment ça s'est passé et ainsi de suite là. Bon, maintenant, comme c'est une affaire de procédure judiciaire, que les enquêteurs fassent une descente sur le terrain, qu'ils aillent demander à tout le monde, je sais pas s'il y a les caméras là où il était, comment ça s'est passé, voilà. Et puis je m'interroge quand même de savoir lui de son vivant, parce qu'il était quand même vivant. Il est quand même resté, je pense, au moins 5 jours après son accident. Il a parlé, il n'a pas parlé. Parce que j'entends quand même plein de choses. Moi, je veux que les gens viennent me dire que bon, voici la copie écran de mes échanges avec ce monsieur. Les gens qui m'appellent sur le téléphone avec lequel je communique là, moi je ne comprends pas. Donc, mais ce Samy, il a parlé ou il n'a pas parlé? Il a expliqué aux gens ce qui s'est passé ou pas? Il n'a dit à personne du tout, avec preuve à l'appui. Lui avait preuve à l'appui. Soit un voice, soit un SMS, soit je ne sais pas trop quoi. Il y a eu ça ou il n'y a pas eu ça? Parce qu'effectivement, nous restons sur les faits qui sont démontrés, qu'il y a eu fracture. Et on n'a pas dit qu'il y a eu autre chose. Maintenant, est-ce qu'il y a eu hémorragie cérébrale? Ce n'est pas compliqué si on a fait un scanner. J'ose croire qu'on a fait un scanner. Le scanner nous dit s'il y a eu un impact au niveau du crâne. Voilà. Maintenant, à propos, c'est qui est la théorie d'une autre personne? À propos d'une autre théorie qui dit que bon, peut-être que c'est pendant l'opération, il y a eu un saignement interne et tout. Là aussi, l'autopsie est là pour répondre à cette question. L'autopsie va répondre à cette question. Voilà. Donc pour l'instant, on discute sur les faits que nous connaissons. Et dans le rapport, on nous a parlé de certains faits. Et que quand même le malade saigne, et qu'il a quand même été pris en charge, on lui fait des prélèvements, hein. On fait la NFS, qui appelle la numération de la formule sanguine. On voit si le malade a déglobulinisé. Si le malade avait une hémoglobine, par exemple, à 12, et subitement, il a 9 d'hémoglobine, on sait qu'il est en train de saigner. Et j'ose croire que pendant toute sa prise en charge, il y a quand même eu ces éléments-là. Et après un communiqué officiel qui parle de médecine, mais pas trop, j'ose croire qu'il y a un rapport médical vraiment détaillé où il y a tout ça. Ok, bon, il n'y a plus d'autres interventions. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je peux intervenir? Bien sûr. D'accord, ok. Bon, moi je voulais intervenir par rapport à l'histoire que les gens veulent détourner pour une affaire mystique, voilà, qu'on a vendue ou quoi que ce soit. Et tu sais, donc
en Afrique, les Africains sont toujours en arrière, ils croient trop au truc. Donc, si l'enfant, il y a les enfants qui sont malades, la maman préfère l'amener chez les féticheurs ou bien l'amener à l'église pour qu'on prie sur eux. Et après, quand l'enfant descend, il dit que non, c'est tel qui a vendu. Donc, normalement, il faudrait que les gens essayent de comprendre que ces choses-là, c'est pas prouvé. Il y a des gens qui croient et ils sont toujours dans la croyance d'antiquité, d'où les traditions sur comment il faut soigner ceci. Donc c'est pour ça que tu veux les dictateurs, et bon, même si tu expliques ce que tu expliques là, et bon, tu crois que non, c'est une affaire mystique, on avait déjà mangé avant, quand on l'a mis au village, tout un tas d'histoires. Donc c'est pour ça qu'il faut que les Africains essaient d'ouvrir l'esprit et comprendre que c'est toutes ces affaires de maraboutage, de trucs des rites, des traditions, ce sont des choses que c'est un peu comme le Père Noël, comme l'enfant croit au Père Noël. Mais aussi, avec ton explication, beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi, tu ne pourrais pas les forcer à te suivre parce qu'ils sont toujours en arrière. Ils n'arrivent pas toujours à évoluer dans la vie de demain. Même en Europe, il y a beaucoup d'Européens ne partent même plus à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus au truc des miracles, que voilà, je vais prier, je vais guérir ou quoi que ce soit. Donc je voulais un peu clarifier parce que moi-même je suis de l'Ouest et moi ces choses-là, on m'avait dit que si je ne les fais pas, je vais mourir. Jusqu'aujourd'hui, j'attends que je meure, je suis toujours vivant. Donc l'étude des traditions, c'est n'importe quoi. Donc c'était ma part d'intervention. Merci. Merci mon cher. Raccroche alors, merci pour cette intervention. Bon, je pense que vous avez compris. Là, je vais lire l'intervention d'une personne qui écrit: Bonsoir Doc, j'ai suivi votre direct et merci pour vos explications. Je peux vous confirmer que le jeune homme a bel et bien été victime d'un accident à Kribi. Il a été renversé par la voiture d'un collègue et c'est la femme de ce dernier qui était au volant. Il y a eu un constat et la dame a pris en charge les premiers soins au niveau de Kribi. Jusqu'au matin du malheureux décès, elle était en contact avec ceux qui étaient avec lui ce jour à Kribi. Vous avez éclairé l'opinion et toutes vos explications confirment mes craintes lorsque mon collègue m'a narré l'histoire de son transfert à Yaoundé. Bon, donc je vous ai lu la vie d'une dame qui dit que c'est la voiture d'un collègue à elle. La voiture d'un collègue à elle. Mais que c'est l'épouse de ce collègue-là qui serait impliquée dans l'accident. Bon, ok. Moi, comme j'ai toujours dit, j'écoute tout ça, mais je ne peux pas discuter ça. Je ne peux pas confirmer ou contredire. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, je vous parle vraiment du médical. Je vous parle du médical. Et que j'espère qu'après, on aura la reconstitution du puzzle. Et on comprendra in fine ce qui s'est passé dans ce qui est non médical plus le médical. Alors, après, bonsoir docteur, j'aimerais bien intervenir sur votre live. J'ai essayé d'appeler pour ajouter que parlant des embolies pulmonaires graisseuses, une fois que c'est soupçonné, il existe des méthodes de diagnostic, radio, IRM, examen d'urine recherchant des cellules adipeuses. Et que comme intervention, on peut déjà placer le patient sous assistance respiratoire, comme vous l'avez signalé, jusqu'à l'intubation. Et qu'on peut aussi placer les filtres sur la veine cave pour prévenir. Merci pour votre éclairage et bonne continuation. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui appelle, je crois, des États-Unis. Je vais un peu essayer de l'appeler s'il veut échanger directement avec vous. Allô, docteur Bouni? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ici Nancy Jacques. Bon, je suppose que vous là-bas, vous êtes, c'est peut-être bonjour ou quoi? Non, c'est bonsoir, on est en soirée. Vous êtes où là? Comment vous allez? Le direct est fini.
ici aux États-Unis. D'accord. Non, le direct n'est pas fini. Là, on est juste dans des échanges. J'ai lu ce que tu as écrit, mais tu peux le redire toi-même pour que les gens écoutent. Ok, j'ai fait quelques interventions. C'était par rapport à l'embolie pulmonaire graisseuse en termes de biologie, parce que c'est pour le médecin. Mon intervention était beaucoup plus dans le diagnostic et les possibles interventions. Et aussi sur le propos que vous avez apporté. Vous avez parlé d'un confrère qui a dit qu'il était impossible. Déjà, c'est un terme qu'on utilise pas en science. Absolument. Il a dit qu'il était impossible qu'elle soit causée par les membres supérieurs. Et en parcourant vos pages et en fouillant un peu la littérature, j'ai vu une recherche que j'ai partagée avec vous, qui est même partagée avec quelqu'un d'autre. Et si vous lisez la recherche, j'ai fait une capture, j'ai encerclé le passage en question, mais je n'ai pas vu comment vous postez ça. Il y a quelqu'un qui a fait une recherche sur les embolies et parmi les patients, parmi les sujets qu'il avait dans sa recherche, il y en avait qui effectivement n'avaient que des fractures de membres supérieurs. Donc, on ne peut pas dire qu'il est impossible qu'une fracture du membre supérieur cause une embolie pulmonaire grosseuse. C'était déjà la première intervention. Donc, je pense que votre avis, comme on a dit, nous sommes des scientifiques, on donne des avis, on donne des probabilités. Votre avis, c'est un avis éclairé. Vous ne dites pas que c'est absolument. Mais vous dites qu'il y a de fortes chances. Ouais. Il y a de fortes chances par votre avis éclairé et par tous les éléments que vous avez apportés que ce fut une embolie pulmonaire graisseuse. Donc, si déjà, ma première intervention, c'était déjà le diagnostic, parce que pour pouvoir soigner quelque chose, il faut pouvoir le diagnostiquer. Si on n'y pense pas, si on n'y pense pas, on ne cherche pas, donc du coup, on n'anticipe rien. Or, dans vos lives de la veille, la plupart des questions qui revenaient, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que c'était un peu présenté comme une fatalité. Ça veut dire, dès l'instant qu'on a une embolie pulmonaire grosseuse, il n'y a plus rien à faire. Et je voulais juste dire, après quelques lectures, qu'en fait, il faut déjà soupçonner, parce que comme je vous dis, il faut déjà avoir l'expérience pour penser que bon, vu le temps que le patient a mis avant d'arriver à l'hôpital, vu les conditions dans lesquelles il était transporté, vu l'état dans lequel il est arrivé, peut-être, il faut déjà prévenir l'éventualité d'une embolie pulmonaire grosseuse. Donc, il y a des petits examens, même si on n'a pas des scanners sophistiqués, on peut faire des examens d'urine, on peut faire un examen poussée d'urine dans lequel on cherche les cellules graisseuses. C'est un indice très pertinent. Et une des interventions que j'ai lues, c'était de juste placer un filtre sur la veine cave. Je ne sais pas si c'est très compliqué comme procédure, mais c'est aussi quelque chose qu'on pouvait faire pour empêcher justement que ces cellules-là n'arrivent jusqu'au cœur et provoquent tous les dégâts. Donc, dans tous les cas, moi je pense que votre diagnostic, je pense que la majorité des personnes y ont adhéré, sans orgueil ni amour propre. Les médecins même qui ont traité le jeune homme peuvent se dire ah, tiens, peut-être on aurait dû y penser. Et bon, c'est arrivé. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de retenir les leçons et puis d'éduquer les autres. Absolument, tu as parfaitement raison, ce d'autant plus que on n'est pas dans un premier cas connu, médiatisé. Je ne sais pas si tu as suivi cet épisode-là. Il y a le patron du collectif des avocats du MRC, un certain Maître Swap. Maître Swap, et à l'époque, comme je dis encore, à l'époque, personne, enfin, à ce que je sache, à l'époque, personne n'est venu avec la possibilité justement d'une embolie pulmonaire grosseuse parce qu'il fallait y penser. Tout à fait. Il fallait y penser. Tout à Donc, fait. Dans ce cas, je ne veux pas être long, on a décidé de focaliser juste sur l'essentiel. Il y a les gens qui sont plus intéressés par les histoires croustillantes, mais dès l'instant qu'on parle d'un décès et que le décès a eu lieu à l'hôpital, j'ai aussi une remarque sur le communiqué de l'hôpital dans lequel ils admettent que c'est en cours d'opération qu'ils décident de faire la ponction au niveau de la hanche. Je ne suis pas chirurgien, mais je sais une chose, une chirurgie, ça se prépare et c'est carrément robotique. C'est carrément robotique. Donc, quand on prépare une chirurgie, c'est par rapport à ce qu'on doit faire. Et si c'est en cours de chirurgie qu'on décide de notre opération, je me pose des questions sur les conditions dans lesquelles elles ont été opérées. Je veux dire, s'ils ont fait une radio avant d'opérer, je ne comprends pas que c'est au cours de l'opération qu'ils ont constaté que l'eau s'était émittée. Je ne sais pas si c'est votre contrôle.
dès la mesure qu'on dit qu'ils ont fait une radio, qu'ils ont fait des examens d'usage, je veux dire qu'ils avaient quand même une image de ce qu'ils partaient opérer. Je ne comprends pas beaucoup que ce soit en cours d'opération qu'ils constatent que l'eau s'était émettée et maintenant qu'ils décident, je ne sais pas, sous l'urgence, sur une collecte ou bien, je ne sais pas si c'était la meilleure. J'aurais même aimé que ces autopodies nous disent si c'était la meilleure chose à faire dans cette situation-là. Si c'était la meilleure procédure à faire, d'aller immédiatement refaire une autre incision dans un autre endroit pour prélever un morceau d'os et remplacer là où c'est cassé. Vu que ce n'était pas déjà prévu au début de l'opération, nous avons le droit de se poser des questions sur les conditions, même les conditions aseptiques, les conditions en termes de protocole dans lesquelles ça a été fait. Mais excellente, excellente remarque. Ça me permet même de rebondir sur quelque chose que j'avais oublié, où je vous ai dit que j'ai posé la question donc à l'un des 5 orthopédistes parisien. Et celui-là parce que il suit l'histoire. Donc il a vu les radios qui traînent. Je dis en toute honnêteté, moi j'ai pas vu un poste, bon je regarde pas trop, j'ai pas vu un poste où on nous montre la radio de l'hôpital de la Caisse. Donc la fracture en elle-même. Mais apparemment, d'après cet orthopédiste, il dit que la texture de la fracture, le positionnement des os est tel que il n'y avait pas urgence à opérer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça pouvait se gérer autrement. Ça, c'est ce qu'il a dit. Bon, moi... Effectivement, je peux vous la partager, mais comme, si c'est la même radio que celle que j'ai vue, je ne peux pas confirmer l'authenticité. Parce que j'ai vu une radio qui circulait, et effectivement, sur la radio qui circule, je ne vois pas de membres émétiers. Il y a une sorte de double fracture, il y a peut-être détachement, mais comme je dis, je n'ai pas vu d'émiettement, ça n'avait pas l'air émietté. Mais déjà, si on veut, pour éviter de jeter des soupçons, pour ne pas donner tout à fait à d'autres experts, tout à fait. Je prends juste le communiqué de l'hôpital. Dans leur communiqué, ils précisent clairement qu'ils ont fait des examens d'usage. Donc, quand on leur accorde le bénéfice du doute, ça veut dire qu'ils ont fait les examens qu'il fallait. Bon, je me dis qu'ici, ils ont fait les examens qu'il fallait. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une idée de l'état de la fracture avant de commencer l'opération. Donc, c'est un peu paradoxal que dans le communiqué, on lit que c'est en cours d'opération. C'est bien écrit dans leur communiqué. Voilà ce qui explique peut-être pourquoi ils n'ont pas demandé l'autorisation et autres. Ils disent que c'est en cours d'opération qu'ils ont constaté et que c'est en cours qu'ils ont fait leur procédure. Si vous êtes couché sur une table d'opération et que vous êtes sous gown, comme on dit ça en français, si vous êtes sous la touche, si vous êtes sous le gown, la robe. Ah oui, la robe opératoire, oui. Voilà. Et que l'ouverture a été... le champ opératoire. Le champ opératoire. Effectivement, sur le bras. Imaginez, docteur, tout ce qu'il faut faire pour aller créer un nouveau champ opératoire. Absolument. Est-ce que dans ces cas-là, les conditions aseptiques sont respectées? Absolument. Absolument. Donc, question pertinente. C'est toutes les questions qui viennent et qui nous enseignent encore sur le besoin de responsabiliser, parce qu'ils font un travail remarquable. Je ne suis pas en train de jeter le propre sur le personnel médical ou que ce soit. Ils font un travail remarquable avec le peu de matériel qu'ils ont, mais quand les cas pareils arrivent, il faut effectivement sortir des responsabilités, mais faire en sorte qu'on apprenne quelque chose et qu'on fasse en sorte que ça ne se répète plus. Voilà pourquoi justement nous saluons tous les interventions des gens, des experts, parce que vous êtes un expert à votre domaine et cette intervention-là ouvre soit pas entendu parler, soit peut-être on fait un coup dessus et ils ne sont plus jamais revenus dessus et du coup maintenant c'est d'actualité. Donc merci beaucoup déjà pour ça, Doc. Merci vraiment, très belle contribution
pertinente. Ben, je suis même surpris que tu dises que tu n'es pas médecin, c'est ça? C'est quoi ta spécialité? Je suis biologiste responsable de spécialiste de santé publique. Ouais. Mais effectivement, en tant que biologiste, on fait un peu de parcours médical, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, je mais... suis plus dans le diagnostic, je suis plus dans le laboratoire que dans... Je peux t'avouer que pour un biologiste, je crois que tu as des connaissances médicales qui rendraient jaloux n'importe quel médecin. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Venant de vous, docteur, je prends avec les deux. Non, bravo vraiment, parce que toute ton intervention est à son sens, c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a du mal à croire à penser que une fracture, c'est comme une radio. Une radio, on n'a pas besoin même de scanner et tout. La fracture, c'est la radio simple, face profil et tout ça là. Donc voilà, on sait déjà à peu près où est-ce qu'on va. Après, mais il y a toujours des surprises. Bon, il y a toujours des surprises, mais quand on a payé quand même émietté, et après on est allé prendre là-bas, tout ça, la même procédure, parce qu'effectivement, pour que vous compreniez, quand on met le champ opératoire, on couvre le malade et on laisse juste l'espace où on va opérer. Tout le reste est couvert parce qu'il doit avoir une asepsie totale. Maintenant, quand on doit aller prendre là-bas, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Si on va maintenant dégager un nouveau champ opératoire, une nouvelle zone d'intérêt et tout, ça peut se faire, mais quand même, c'est une gymnastique qui n'est pas sans risque d'infection. Voilà. En fait, c'est aussi par expérience, donc, parce que j'ai été responsable dans un centre de traumatologie. Donc, nous étions au Trauma 1. Trauma 1, ici, c'est ceux qui reçoivent les plus grands, les cas les plus graves. Je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails. En fait, on classe les traumas par chiffre, Trauma 3, Trauma 2, Trauma 1. Donc, en travaillant dans le laboratoire, dans le centre de traumatologie, on voit à peu près ce qui se passe. On voit un peu ce qu'ils font. On voit dans quel cas ils appellent le technicien pour l'examen. Donc, en fait, je ne vais pas être long, donc je pense qu'on a fait le tour. Oui. Vous avez peut-être d'autres intervenants. Oui. C'était juste la contribution de depuis hier, les 3 points, parce que j'avais une remarque sur la radio et sur la procédure en elle-même. Même quand on parle dose du membre inférieur, déjà fait cette procédure en cours d'opération, si la ponction est un peu profonde, on peut se trouver toujours avec la moelle épinière qui se reprend. Et comme vous avez dit, c'est aussi un grand risque pour les hémorragies. Et puis mais les symptômes et les indices et leur propre description de ce qui s'est passé tend à corroborer votre conclusion. Mais en attendant, comme je dis, ce ne sont que des avis. Ce sont que des avis éclairés. Okay. Sous réserve de la distance. C'est ce que c'est. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, bonne continuation. Merci infiniment. Merci. Bravo, merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, question d'un abonné. Bonsoir, docteur. Est-ce une fracture d'un os long sans déplacement peut conduire à une embolie si prise en charge tardive? Fracture d'un os long, en théorie, ça peut entraîner une embolie graisseuse, surtout des membres inférieurs. Mais comme on l'a déjà finalement dit et confirmé par les experts français, c'est que même si c'est exceptionnel, on peut avoir aussi une embolie graisseuse si c'est une fracture d'un os long des membres supérieurs. C'est rare, mais c'est possible. Surtout si c'est pris en charge tardivement. Un accident de voiture contre piéton sans blessure sur les membres inférieurs, c'est normal? Bah écoutez, comment vous pouvez poser une question comme ça? Mais ça dépend de la zone d'impact. Ça dépend de la zone d'impact. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait fracture? Si au moment où la voiture vient vers vous et vous faites peut-être vous essayez d'esquiver et en vous protégeant peut-être avec le bras et que l'impact c'est au niveau du bras, ben ça vous prend le bras et en plus parfois il ne faut pas forcément un choc très important, hein. Il ne faut pas que la voiture soit forcément à 120 km/h, à 100 km/h, même à 60 km/h, 50 km/h. Si
la zone d'impact est justement l'os. Bon, une fois de plus, moi je suis pas orthopédiste, mais personne n'a dit que un accident d'un choc, enfin un choc entre une voiture et un piéton, c'est forcément le fémur qui va prendre un coup ou le tibia. Non, ça peut être n'importe quelle partie. Si l'impact est au niveau de la poitrine, du membre supérieur, ce sera ça. Mais en plus, ça aurait été bien que des orthopédistes nous éclairent ici. Mais docteur, pourquoi ne pas prévenir tout ceci dans une telle intervention? Parce que ici en Europe, quand une opération est aussi complexe, je pense que vous l'avez dit, et disons compliqué, on réunit tous les chirurgiens et chacun a son rôle à jouer pendant l'intervention. Oui, si l'intervention est complexe, bon, je ne sais pas si la fracture du fémur, enfin de l'humérus, c'est une intervention très compliquée, même si la fracture elle-même est complexe, je ne sais pas si l'opération est si complexe qu'il faut plusieurs chirurgiens peut-être. Moi, c'est pas mon domaine, je saurais répondre. Mais une fois de plus, tout part déjà du bilan diagnostique. Et le bilan diagnostique, c'est l'imagerie, la radio. Et une fois de plus, on dit que la radio, telle que on l'a présentée, si c'est sa radio, il y a un expert qui a dit que, bon, pour lui, il n'y a même pas urgence à opérer. Voilà, donc je ne peux pas dire plus. Bonsoir professeur, je suis médecin généraliste, docteur Mawa. Je veux participer en posant 2 questions. L'acte chirurgical était-il absolument nécessaire? Peut-on penser que sans la chirurgie, le malade aurait-il été encore vivant? Je pose ces questions car pour les familles, c'est l'opération qui est la source du décès. Et pour d'autres, en cas de fracture fermée, nul besoin d'opérer, dans l'opinion populaire. Je reviens sur le cas du docteur de Maître Swap, avocat du MSC. Serait décédé à la suite de l'usage de kétamine comme anesthésique chez un hypertendu. Bon, c'est les orthopédistes qui peuvent répondre à ça. Moi, je suis cardiologue. Je voulais juste donner l'avis d'un orthopédiste français qui a dit que si l'image qu'il a vue sur les réseaux sociaux est la bonne, il n'y avait pas urgence à opérer. Bon, quand on dit il n'y a pas urgence, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment indication, il n'y a pas urgence, simplement. Bon, ça, c'est ce qu'il a dit. Moi, je peux pas dire, j'ai pas la qualité pour dire si vraiment il fallait opérer ou pas. Est-ce que c'est l'opération qui a été la cause ou pas? C'est l'autopsie, une fois de plus, qui est le juge de paix. J'espère qu'il y aura autopsie. Alors, donc je vois qu'il y a des appels. Apprendre avec des pincettes. Cette image n'est pas du tout authentifiée, donc on ne peut que spéculer. Oui, bon, donc c'est vrai que ça on ne sait pas si c'est la bonne. Alors, je prends qui? Bon, je prends... ah non, je pense que je vous ai déjà pris. Je pense que je vous ai pris. Allô professeur, bonsoir. J'espère que vous allez bien et je suis très content de participer à votre live sur Facebook. Et je vous suis depuis. Je suis chirurgien et je peux vous dire que depuis que vous parlez, je vous écoute avec un raisonnement scientifique qui est correct. Si les gens remettre en question ce que vous dites, je parle de ceux qui ne sont pas du corps médical, je pense que vous devez savoir que 90% de ceux qui sont sur la toile ne sont pas du corps, la plupart sont profanes. C'est pour ça que toute cette histoire va dans tous les sens. Alors, moi je vais me prononcer sur les faits. C'est-à-dire si on doit se fier au rapport médical que l'hôpital de la Caisse nous a servi et que nous avons vu tous sur les réseaux sociaux, nous sommes dans un contexte d'une complication post-opératoire d'une ostéosynthèse. Ostéosynthèse d'un os long qui est l'humérus chez un patient qui a été opéré sous anesthésie générale.
Parce qu'on voit bien que c'est à J2, quand je vois l'histoire, c'est à J2, post-opératoire, ou bien J1 ou J2, qu'il a eu une détresse respiratoire, hypotension, avec des troubles, ils ont parlé des troubles de la paroxystique, un truc comme ça. Après ostéosynthèse sur un os long. Le diagnostic a évoqué, nous sommes dans un cas d'école, un cas académique, dans un cas, nous sommes dans une situation d'un raisonnement scientifique. Et je pense que beaucoup vous suivent. Alors, le premier diagnostic qu'on doit évoquer ici, c'est l'embolie pulmonaire. Alors qu'on laisse, nous sommes scientifiques, les scientifiques, qu'on laisse d'abord les trucs de sorcellerie et trucs là à côté. Nous avons un patient qu'on a fait une ostéosynthèse sur un os long, l'humérus, et qu'à J1, J2 post-opératoire, il a eu une détresse respiratoire, hypotension, et puis le cœur a pris un coup. Malgré les mesures de réanimation, il est décédé. Alors je pense que la thèse de l'embolie pulmonaire ne doit pas être écartée jusqu'à preuve de contraire de l'autopsie. Et chirurgiens que nous sommes, vous allez voir que l'ostéosynthèse a été très bien faite. Très bien faite. Je vous assure que si vous voyez même, vous pouvez entrer en contact avec les chirurgiens de l'hôpital de la Caisse, si vous envoie la radiographie de contrôle, vous verrez que ça a été très bien fait, que l'orthopédiste qui l'a opéré a bien rétabli la continuité. Mais la complication qui est l'embolie pulmonaire, c'est une urgence médicale qui parfois n'est pas facile à prendre en charge, surtout dans notre contexte africain, dans nos hôpitaux. Parfois, nous n'avons pas des médicaments pour vite agir qui vont aller et détruire ces cailloux. Alors cette thèse ne peut pas être écartée. Cette thèse d'embolie pulmonaire ne peut pas être écartée. Il faut que les gens le sachent. Il faut que tous ces profanes qui sont là comprennent la logique que vous êtes en train de donner. Mais que cette logique ne fait pas en sorte qu'ils aient peur d'aller dans les hôpitaux. Si vous êtes souffrant, allez dans les hôpitaux, on va vous soigner. Il y a des compétents, il y a des excellents chirurgiens au Cameroun. Alors la thèse maintenant que j'ai vu, vous avez développé, qu'un orthopédiste a donné une thèse, que peut-être c'est au moment de prélever le greffon et qu'il peut avoir une lésion des gros vaisseaux. Mais je vais dire à cet orthopédiste que la crête iliaque, elle est très superficielle. C'est là où on fait le greffon. C'est là où on prélève le greffon. Elle est très superficielle. On n'a pas besoin de trop disséquer. Les gros vaisseaux sont très loin. On n'a pas besoin de trop disséquer pour tomber sur la crête iliaque et gratter pour aller greffer sur la partie manquante pendant l'ostéosynthèse. Un orthopédiste qui dit ça, moi, ça laisse un peu perplexe parce que c'est de l'anatomie. La crête iliaque, elle est très superficielle. Aller léser les gros vaisseaux, il faut vraiment être aveugle. Il faut vraiment, et je sais pas. Donc, professeur, je vous remercie encore. Parce que moi, depuis que cette histoire est passée sur les réseaux sociaux, moi j'avais eu dans ma tête qu'une complication post-opératoire comme ça, immédiate, à J2 post-opératoire, détresse respiratoire, et puis on l'amène en réanimation, et puis quelques temps après il fait un arrêt cardiaque. Le premier diagnostic, si on pose une question, les QCM, il faut choisir embolie pulmonaire en premier. L'étudiant qui ne choisit pas l'embolie pulmonaire, on va lui mettre 0, même s'il a trouvé toutes les autres questions. Alors professeur, j'ai fait cet audio parce que j'ai écouté votre live, tellement vous êtes surchargé par les appels. Moi, il préférait faire cet audio pour que vous écoutez et que voilà mon avis. Et vraiment, continuez. Je vous suis depuis sur tous les réseaux, sur TikTok, sur Facebook. Je vous suis vos enseignements. Je ne suis pas cardiologue, mais ce que vous dites est très intéressant. Je vous ai suivi sur la mort de Nandip par rapport aux soins, les premiers soins dans le secourisme et tout, le massage cardiaque qui est très important parce que si les riverains avec l'esprit de massage cardiaque, c'est que peut-être qu'Abraham Nandip ne devait pas être mort, devait être en vie aujourd'hui. Malheureusement, le pire est arrivé. Merci professeur et continuez toujours de sensibiliser la masse parce que sur Facebook, sur TikTok, 90% sont des profanes. On ne va pas les en vouloir.
mais ils font des histoires. C'est-à-dire, ils ont transformé la science sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en sorcellerie. Donc, on ne croit plus à la science. Maintenant, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un meurt, un jeune meurt, dans le showbiz, on pense à la sorcellerie. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui meurent, qu'on ne connaît même pas. Il y a beaucoup de cas comme ça qui décèdent dans les hôpitaux. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui était connu sur les réseaux sociaux qu'on va faire de cela la sorcellerie. Non, il y a un raisonnement scientifique. L'embolie pulmonaire, c'est une urgence catastrophique. Il faut que les internautes comprennent cela. C'est une urgence. Et dans nos hôpitaux, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas le médicament essentiel, n'ont pas